Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de Henri-Désiré Landru, célèbre tueur en série et criminel français du début du siècle dernier. Il fut surnommé le Barbe Bleue de Gambé. Issu d'une famille modeste, il est né en 1869 dans le quartier de Belleville à Paris. Il est le fils cadet de Julien-Alexandre Sylvain Landru et de Flore Henriquel. Enfant bon élève, il est surtout remarqué pour ses aptitudes en dessin et en mathématiques. Il est enfant de chœur à l'église Saint-Louis-en-Lille, où sa famille s'est installée quelques années plus tôt. Il y officie parfois comme sous-diacre, si bien que ses parents envisagent de le faire entrer au séminaire. Finalement, il deviendra en 1889, à 20 ans, commis d'architecte. La même année, il ment pour séduire Marie-Catherine Rémy, jeune femme qui habite chez sa mère, prétendant travailler dans son cabinet d'architecte en tant que technicien. Il l'épouse le 7 octobre 1993, après ses 3 années réglementaires de service militaire accompli au 87e régiment d'infanterie de Saint-Quentin, et au cours duquel il atteint le grade de sergent. Le couple aura 4 enfants. De 1893 à 1900, il pratique une dizaine de métiers. Comptable, employé de commerce, cartographe, entrepreneur de travaux tels que couvreur, plombier, etc. Il change 15 fois d'employeur. La naissance des 4 enfants met le couple dans la difficulté financière. Aussi cherche-t-il à faire fortune en fondant une prétendue fabrique de bicyclettes à pétrole avec laquelle il commet sa première escroquerie. Il organise une campagne de publicité nationale spécifiant que toute commande doit être accompagnée d'un mandat représentant un tiers du prix. Les commandes affluent alors qu'il n'a pas investi pour les fabriquer et il disparaît avec l'argent sans jamais avoir livré les bicyclettes. Allant d'escroquerie en escroquerie, dissimulé sous de faux noms, il collectionne les condamnations à des peines d'amende et de prison. Par exemple, 2 ans en 1904 et 13 mois en 1906. Mais après une tentative de suicide dans sa geôle, il parvient à sortir de détention grâce aux expertises de médecins psychiatres qui le déclarent dans un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus du moins l'état normal. En 1909, à l'âge de 40 ans, il est condamné à 3 ans de prison ferme pour une autre escroquerie. À la suite d'une annonce matrimoniale, il avait fêté ses fiançailles avec une certaine Jeanne Isoré, puis s'était fait remettre les titres de celle-ci avant de disparaître. Dès sa sortie de prison, il monte une nouvelle escroquerie. Il achète un garage qu'il revend immédiatement sans avoir payé le précédent propriétaire. La justice l'identifie assez vite comme étant l'auteur de ce délit et il prend de nouveau la fuite. En 1914, à 45 ans, il est condamné par contumace pour cette affaire à 4 nouvelles années de prison. S'agissant de sa 3e condamnation à une peine de plus de 3 mois, le verdict est assorti de la peine accessoire de relégation, c'est-à-dire qu'il est condamné à être déporté à vie au bagne de Guyane. Landru, qui a déjà connu la prison, sait que la détention en Guyane se passe dans des conditions extrêmement difficiles avec un taux de mortalité très élevé. Il est dès lors possible, mais ce n'est là qu'une supposition, que cette condamnation ait joué un rôle dans sa transformation en assassin. Faisant déjà l'objet d'une 15aine de plaintes, il ne pouvait tout simplement plus se permettre d'être reconnu par l'une de ses victimes. Pour se procurer des revenus, Landru va franchir le pas qui va le conduire à l'échafaud. Il se fait passer pour un homme veuf, esseulé et disposant d'une certaine aisance, et il entreprend de séduire des femmes seules qui, sans être véritablement riches, possèdent quelques économies et surtout mènent une vie suffisamment isolée de leur entourage. Simulant une prospérité qui n'est que de façade, il leur fait miroiter le mariage en les invitant à séjourner brièvement dans une villa isolée qu'il loue à Gambé dans les Yvelines. Sa première victime est Jeanne Cuchet, lingère et veuve de 39 ans qu'il rencontre en février 1914 dans le jardin du Luxembourg. Ses victimes suivantes sont recrutées, si je puis dire, par des annonces matrimoniales publiées dans des quotidiens.
À force d'éloquence, il fait signer à ses victimes des procurations lui permettant ensuite de faire main basse sur leurs comptes bancaires. Il ne lui reste plus qu'à assassiner ses femmes puis à faire disparaître leurs corps. On supposera par la suite qu'il brûlait certaines parties des corps dans la cuisinière de la villa de Gambé. Bénéficiant du contexte trouble de la Première Guerre mondiale, et alors qu'il est fiché comme escroc en fuite pour sa précédente condamnation, il peut se permettre, sans courir le risque d'être arrêté, de rentrer de temps en temps auprès de son épouse et de ses enfants, qui le croient brocanteur, et à qui il fait profiter du produit de ses crimes. Landru utilise plus de 90 pseudonymes. Lorsque l'une de ses victimes lui demande des papiers d'identité afin d'organiser le mariage promis, il prétend être originaire des régions du Nord occupées par l'Allemagne, ce qui rend impossible la vérification de son identité. À la fin de 1918, le maire de Gambé reçoit une lettre d'une certaine Madame Pelat, lui demandant des nouvelles de son amie Madame Anne Colomb, qui, fiancée à un monsieur Dupont, s'était établie avec lui à Gambé. Le maire répond qu'il ne connaît pas cette personne. Quelque temps plus tard, cependant, il reçoit une lettre d'une certaine mademoiselle Lacoste qui lui demande des nouvelles de sa sœur, Célestine Buisson, laquelle se serait également installée à Gambé avec un certain monsieur Frémier. Frappé par la similitude de ces demandes, le maire met en contact les deux familles qui se rendent compte que Dupont et Frémier semblent être la même personne. Les deux disparus ont répondu à des annonces de rencontres similaires parues le 16 mars 1915 dans l'Écho de Paris et le 1er mars 1915 dans le journal. Les deux familles s'unissent pour porter plainte contre X auprès du parquet de la Seine. Une enquête de police menée par l'inspecteur Jules Belin permet alors d'établir que la villa en question, baptisée l'Ermitage, appartient à un certain monsieur Tric, qui la loue à un monsieur Frémier résidant à Rouen. Dupont-Frémier est introuvable à Rouen, mais son courrier est réexpédié chez monsieur Guillet, demeurant boulevard Ney, à Paris, c'est-à-dire à l'adresse de Célestine Buisson. L'enquête piétine, les recherches sur cette personne demeurent vaines, jusqu'à ce que, le 8 avril 1919, une voisine de mademoiselle Lacoste reconnaisse l'homme mystérieux au bras d'une nouvelle amie et sortant d'un magasin de faïence. Alerté, Jules Belin parvient à localiser l'individu, nommé Lucien Guillet, grâce au vendeur du magasin qui avait enregistré l'adresse de ce client qu'il devait livrer. Ce Lucien Guillet est arrêté chez lui le 12 avril 1919, jour de ses 50 ans. Les inspecteurs retrouvent à son domicile un brevet au nom de Henri Désiré Landru et un petit carnet sur lequel sont inscrits 11 noms, dont ceux des deux disparus sur lesquels enquêtait Jules Belin. L'affaire Landru fera immédiatement la une des journaux, ce qui déclenchera de nombreux témoignages spontanés qui aideront l'enquête. La police aura connaissance en quelques jours de la villa de Gambé, mais aussi de garages que Landru louait à Neuilly et à Clichy pour y stocker les affaires de ses victimes. L'examen des archives de Landru, et en particulier son registre de comptes méticuleusement tenu, révèle une vaste opération d'escroquerie au mariage. Pas moins de 283 femmes sont entrées en contact avec lui, à la suite d'annonces matrimoniales passées par celui-ci. Dans ce fameux carnet, la découverte des noms de 11 femmes déclarées officiellement disparues conduit le juge Bonin à inculper Landru de meurtre dès le 14 avril 1919. Des perquisitions ont lieu chez lui, mais aussi dans la villa de Gambé, conduisant à la découverte de débris supposés humains dans un tas de cendres retrouvés dans un hangar, dans la cheminée et dans la cuisinière. On trouve également des agrafes, des épingles, des morceaux de corset, des boutons en partie brûlés. En tout, la police retrouve 4 kilos de débris d'os calcinés, dont 1,5 kg provenant de corps humain, ainsi que 47 dents ou de fragments de dents. Le médecin légiste annonce à la presse que ces os correspondent à 3 têtes, 5 pieds et 6 mains. Le 29 juin 1919, les enquêteurs Kling et Bale font brûler dans la cuisinière une tête de mouton et un gigot de 7 livres. Ils constatent que le tirage est excellent et que la graisse de la viande assure une parfaite combustion.
De même, dans un garde-meuble, un garage loué à Clichy, les enquêteurs retrouvent du mobilier ayant appartenu à l'une des victimes. Landru, après avoir fait disparaître ses fiancés, se rendait à leur domicile, déménageait les meubles avec son fils, qui prenait son père pour un entrepreneur, et les entreposait, avant de les revendre aux enchères. Les papiers personnels de Landru sont examinés, en particulier sa comptabilité qui révèle l'achat de plusieurs scies à métaux, de scies à bûches et de beaucoup de charbon. Les noms des fiancés y sont même associés à des heures qui paraissent, pour les enquêteurs, constituer les heures de crime. 12 avril 1917, Mademoiselle Babelet, 4 heures du soir. 1er septembre 1917, Madame Buisson, 10h15. 26 novembre 1917, Madame Jaume, 5 heures du matin. 5 avril 1918, Madame Pascal, 17h15. L'un des éléments les plus accablants est fourni par des reçus de billets de train. Landru achetait, lors de ses déplacements en train à Vernouillet ou à Gambé, un aller-retour et un aller simple pour la fiancée. Il semble aujourd'hui acquis, tant par les analystes que par les historiens, que les victimes étaient découpées et que les corps, troncs, jambes et bras, étaient soit enterrés dans des bois, soit jetés dans des étangs, tandis que les têtes, les mains et les pieds étaient incinérés, vraisemblablement dans la cuisinière de la villa. La police se livra à une enquête sans précédent afin de savoir si Landru avait fait d'autres victimes que celles mentionnées dans son carnet. Elle chercha et retrouva une grande partie des femmes avec lesquelles il avait été en contact. On attribua donc à Landru que les assassinats des 11 personnes présentes sur la liste de son carnet. Un doute subsiste toutefois sur une éventuelle 12e victime, en mai ou en juin 1916, d'autant que Landru parla souvent de 12 femmes à son procès. L'année suivant son arrestation, le 18 août 1920, le juge Bonin récapitule toutes les charges. Le dossier contient plus de 5000 pièces. Il contient également un important faisceau de présomptions, mais aucune preuve irréfutable. Landru n'avoue rien pendant ses nombreux interrogatoires, parlant seulement à 2 psychiatres pour tenter de les manipuler et de se faire passer pour irresponsables. Le procès fleuve, qui passionna les contemporains, s'ouvre, après 2 ans et demi d'instruction, le 7 novembre 1921 devant la cour d'assises de Versailles. Le procès à grand spectacle attire le tout Paris, et même l'aristocratie étrangère, sous le charme de l'humour provocateur de l'accusé. La cuisinière dans laquelle Landru était supposé avoir fait brûler les corps de ses victimes est même transportée dans la salle d'audience. Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir. Et de son poil dru, vieux Landru. Landru nie jusqu'au bout être l'auteur des crimes dont on l'accuse, concédant toutefois avoir volé et escroqué ses supposées victimes. Il fait preuve à diverses reprises d'une éloquence souvent provocante devant la cour, allant par exemple jusqu'à s'exclamer « Montrez-moi les cadavres !» Landru est également renommé pour certaines de ses réparties, certaines attestées par les témoins de l'époque. À l'huissier chargé de lui remettre la liste des jurés, il dit « Il n'est pas vraiment utile de se déranger, surtout un dimanche, pour si peu de choses. » Au président « Ma mémoire est surmenée par ces longs débats. Chaque fois qu'on voit sur mon carnet un chiffre en haut d'une page, on en déduit que ce fut l'heure où j'accomplissais un crime. » Le président « Voyons Landru, toutes ces femmes, vos enfants ne disaient rien ?» Landru, quand je donne un ordre à mes enfants, moi, monsieur le juge, ils obéissent. Ils ne cherchent pas le pourquoi ni le comment. Je me demande comment vous élevez les vôtres. Vous parlez toujours de ma tête, monsieur l'avocat général. Je regrette de n'en avoir pas plusieurs à vous offrir. Ou encore, moi, j'ai fait disparaître quelqu'un? Eh bien ça alors, si vous croyez ce que racontent les journaux. Le président. Vous pleurez, Landru. Vous éprouvez le besoin de libérer votre conscience. Landru. Oui, je pleure mes fautes. Je me repens. J'ai des remords. Je pleure parce que je pense qu'avec tout le scandale fait autour de mon nom, on a appris à ma femme que je l'avais trompée. Ou encore, si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte.
Alors que Landru vient de déclencher l'hilarité du public par une nouvelle répartie, le président menace. Si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi. Ce à quoi Landru réplique « Pour mon compte, monsieur le président, ce n'est pas de refus ». Son avocat, Vincent de Moreau-Diaféry, le défendit en mettant en place une scène qui eut lieu pendant sa plaidoirie. Il affirma que des victimes avaient été retrouvées et allaient venir se présenter devant la cour d'assises. Le public et les jurés tournèrent la tête vers la porte que le ténor du barreau avait alors désignée et, après avoir laissé planer le suspense, souligna le fait que tous ceux qui avaient tourné la tête vers la sortie avaient ainsi démontré leur manque de conviction concernant la réalité des assassinats imputés à son client, mettant en évidence l'absence de preuves formelles contre Landru, faute de cadavres retrouvés. L'avocat général rétorqua du tac au tac que Landru, lui, n'avait pas tourné la tête vers la porte. Face à une série de témoignages accablants et un faisceau de présomptions convaincantes, Moreau-Diaféry ne peut lui éviter d'être condamné à mort. Au terme de 8 heures de délibération, les jurés déclarent Henri-Désiré Landru coupable de 11 meurtres et le condamnent à la guillotine le 30 novembre 1921. Le président de la République, Alexandre Millerand, rejette le 24 février suivant le recours en grâce déposé. Alors qu'on vient chercher Landru dans sa cellule à 5h25 du matin pour le conduire à l'échafaud, l'aumônier se serait approché et lui aurait demandé « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?» Landru lui aurait répondu « Monsieur le curé, je vais mourir, et vous, vous jouez aux devinettes ?» Landru est guillotiné à l'entrée de la prison de Versailles à l'aube du 25 février 1922 par le bourreau Anatole Debler, qui note dans son carnet 6h10, temps clair. Landru a demandé comme dernière volonté de pouvoir se laver les pieds, ce qui lui a été refusé par peur d'un suicide. Peu avant son exécution, alors qu'on lui propose un verre de rhum et une dernière cigarette, il décline l'offre et répond « Ce n'est pas bon pour la santé ». À son avocat, qui, avant son exécution, lui demandait si finalement il avouait avoir assassiné ses femmes, il aurait répondu « Cela, maître, c'est mon petit bagage ». Il fut enterré dans la partie réservée aux condamnés à mort du cimetière des Gonards à Versailles. Sa famille prit en charge l'inhumation et la mise en place de sa tombe surmontée d'une simple croix en bois mentionnant les seuls prénoms Henri-Désiré, comme requis par la loi pour tout supplicié. Il est toujours inhumé dans le même cimetière, mais rien n'indique l'emplacement de sa tombe, comme de nombreuses autres tombes de condamnés inhumés en ce cimetière. De son incarcération en 1919 jusqu'à son exécution en 1922, il aurait reçu plus de 4000 lettres d'admiratrices, dont 800 demandes en mariage. Cette fascination érotique porte un nom, l'hybristophilie. Fernande Ségré, artiste lyrique, dernière maîtresse de Landru avec qui il vivait maritalement lors de son arrestation, avouera pendant l'instruction que celui-ci avait tenté de l'empoisonner par 2 fois. Après l'affaire, elle fit carrière dans un cabaret parisien, puis partit travailler comme institutrice au Liban. S'estimant diffamée par le film Landru de Claude Chabrol en 1963, elle obtint 10 000 francs de dommages et intérêts de la part du producteur du film. À la date anniversaire de la demande en mariage faite par Landru, le 21 janvier 1968, elle se jeta dans les douves du château de Flers, non loin de la maison de retraite où elle s'était retirée. Dans sa chambre, il y avait 2 photos, l'une de sa mère, l'autre de Landru. La villa de Gambé fut pillée par la foule, puis vendue à un restaurateur qui la rebaptisa au grillon du foyer et aménagea une partie de la bâtisse en musée. Le restaurant ferma ses portes en 1940 et la maison fut ensuite revendue à des particuliers. La cuisinière de la villa de Gambé aurait été acquise dans un premier temps par un collectionneur américain. 2 journaux français des années 50 affirment au contraire qu'elle aurait été vendue aux enchères le 23 janvier 1923 par le palais de justice de Versailles pour 4 200 francs à M. Anglade, directeur du musée Grévin. Depuis, elle a été rachetée par l'animateur, producteur et humoriste Laurent Ruquier, passionné par le personnage. Il a d'ailleurs écrit une pièce sur le sujet en 2005, mise en scène par Jean-Luc Tardieu au Théâtre Marigny, avec Régis Laspalès dans le rôle principal.
Un dessin représentant le fameux fourneau à charbon de la villa de Gambé, exécuté de la main même de Landru et intitulé non sans humour « Les causes célèbres », un accusé témoigne, fut remis par ce dernier à son avocat, alors que ce dernier le pressait de lui dire s'il était coupable ou non. Apposé au dos du dessin, une inscription manuscrite en forme d'aveu. « Mon cher maître, permettez-moi de vous offrir ce modeste souvenir fait pendant la préparation des débats et dont le sujet m'a été inspiré par la déposition d'un témoin, preuve incontestable et indiscutable de l'incommensurable bêtise humaine. Ce n'est pas le mur derrière lequel il se passe quelque chose, mais bien la cuisinière dans laquelle on a brûlé quelque chose. Le mot brûler est souligné 3 fois. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.